Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je n'ai pas commencé la conférence par des mots, mais par Zazen. Alors, j'ai commencé la conférence par Zazen. C'est une conférence qu'on a appelée Zen et calligraphie. Et en fait, moi, je suis moine zen. Donc, je pratique la posture assise du Bouddha. Et je suis aussi calligraphe. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, en fait, le thème, pour lier les deux. Et puis, pour aussi ouvrir à d'autres gens qui ne connaîtraient pas nécessairement le zen, mais qui seraient aussi intéressés par l'aspect artistique. Donc la calligraphie chinoise ou la calligraphie japonaise, comme moi je la pratique, en fait elle a été intimement liée pendant des siècles avec justement la pratique du zen. C'est un fait historique. Ça s'est réalisé en Chine pendant 7 siècles, au Japon aussi pendant 7 siècles. Et donc alors je vois pas grand chose, parce qu'on est dans un théâtre, mais c'est pas grave, ça va. Mais j'ai un petit peu du mal j'ai un petit peu les yeux fermés, mais donc la calligraphie chinoise a particulièrement été appréciée par les gens qui pratiquaient Zazen, parce que pour eux c'était un moyen, une manière d'exprimer justement l'essence, l'élan, la beauté du Zazen. C'est pas toujours évident de parler du Zazen, de l'exprimer, de le manifester, mais à travers la calligraphie, à travers une calligraphie, on pouvait percevoir justement l'esprit d'une personne. Et l'esprit, par exemple, d'une personne qui faisait Zazen, qui pratiquait la posture d'éveil. Donc, c'est important parce que, par exemple, Maître Deshimaru explique, la calligraphie, c'est pas seulement une technique. En fait, on calligraphie pas seulement selon des techniques, des traits, des caractères, etc. Mais en fait, on calligraphie avec l'esprit, avec Shin, l'esprit, avec l'esprit avec le corps tout entier et l'esprit en un. Voilà. Et la calligraphie, l'acte de calligraphier, ça imprime, on voit quelque chose, ça imprime ça sur le papier. Voilà. Donc c'est une présence. Et c'est pour ça que, par exemple, les calligraphies des grands maîtres, comme Maître Deshimaru, Maître Niwa Zenji, de par le passé aussi d'autres grands maîtres, en fait, la calligraphie, la préciosité de la calligraphie, elle ne réside pas nécessairement dans la forme seulement, mais elle réside aussi dans l'élan, dans la présence, dans l'énergie, l'activité qui en ressort, qui se dégage de la calligraphie et qu'on ressent et qu'on perçoit. Alors, je ne sais pas si vous avez perçu quelque chose quand j'ai fait la calligraphie, mais en tout cas, quand on le fait, quand on le vit, voilà, c'est ce qui se passe. Donc c'est une manière artistique d'exprimer, de manifester son esprit, une parmi tant d'autres, mais disons qu'elle a été magnifiée par les Chinois, par les Japonais, par les Coréens, par les Vietnamiens aussi. Et ils en ont fait un art pictural, mais un art aussi spirituel. C'est pour ça qu'on ne parle pas de calligraphie comme nous, seulement de belle écriture, de forme, même si c'est aussi ça, mais on parle par exemple pour les Japonais, de la voix, d'une voix qui consiste à écrire des caractères au pinceau. Ils appellent ça le shodo. Voilà. Donc c'est une voix d'expression, une voix
de l'esprit, une voie d'expression de son esprit à travers la calligraphie. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et pour ceux, je ne sais pas si vous êtes tous des gens qui vont venir à la Sesshin, ou s'il y a des gens qui n'ont jamais vu, qui connaissent rien au zen. Est-ce qu'il y a des gens? Vous pouvez lever la main? Non? Il n'y en a pas? Moi, je viens pas à la Sesshin. Ah, ouais. Et vous ne connaissez pas du tout le zen? Enfin, vous n'avez jamais pratiqué ni quoi que ce soit? Pas pratiqué. Non, ouais, ben, vous êtes la bienvenue, tant mieux. Non, parce que j'avais vraiment envie d'ouvrir ça à des gens qui ne connaissent pas spécialement le zen, et je suis très heureux que plusieurs personnes soient là, justement. Donc, si vous voulez, la calligraphie, évidemment, on peut la pratiquer sans faire de zen, hein, c'est tout à fait beau aussi, mais dans la manière de faire, comme je vous l'ai montré, hein, je l'ai fait vraiment pour vous le montrer, on va calligraphier, on va partir d'un élan qui naît de l'immobilité, qui naît du zazen, qui naît du calme, du silence, et aussi du fait de ne pas entretenir quoi que ce soit, de laisser passer les pensées, de ne pas être accaparé par quoi que ce soit, mais simplement d'être concentré dans une posture, donc les jambes croisées, hein, le coussin qu'on utilise permettant hein, de basculer le bassin vers l'avant, de dégager toute la cage thoracique, voilà. Dans cette posture-là, on ramène les mains, hein, ça permet d'unifier, de centrer. Donc c'est la posture de méditation du zazen, Okai Join. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va en fait, et à partir de l'élan, de l'activité, que va surgir la calligraphie. Pas à partir de quelque chose de compliqué, ou de vouloir faire bien, ou même de vouloir faire beau, ou quoi que ce soit, mais simplement de cet élan de vie, de cet élan du zazen, de cette impulsion, que va surgir la calligraphie. C'est ça, la calligraphie zen. Le zen et la calligraphie, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Donc, et que auquel je vais inviter les gens à participer donc pendant cette sesshin. Une sesshin, c'est un stage hein, où on va pratiquer zazen et où on fera aussi de la calligraphie. Bon, c'est une expérience, hein, je sais bien que la plupart d'entre vous ne connaissez pas du tout la calligraphie et pour un certain nombre d'entre vous, pas du tout le zen ou le zazen. Mais moi, ce qu'on voulait faire justement, c'est réunir ceux qui ne connaissent pas du tout le zazen et qui sont les bienvenus à pouvoir participer à ce moment, à ces 2 journées, samedi et dimanche matin. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la calligraphie, eh ben de pouvoir la découvrir. Et ceux qui ne connaissaient ni le zen ni la calligraphie, ben comme ça, vous pouvez découvrir les deux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser. Et après, ce que je vais faire, on va faire, c'est peut-être pas l'habitude des conférences, vous avez l'habitude, mais ça va être interactif et ça va se transformer rapidement en atelier. Donc en fait, vous allez bouger des gradins pour venir là avec moi et on va, soit pour certains, si vous ne connaissez pas du tout, prendre l'assise pendant même 5 minutes, hein, et aussi pour les autres, d'autres, je vais vous montrer aussi un caractère très simple. Le but du jeu, c'est pas que vous reteniez ou que vous fassiez des caractères chinois compliqués, mais c'est juste trouver, vous allez voir, le mouvement à partir d'un temps de silence ou un temps d'assise et le faire. Hein, c'est ce qu'on fera pendant la sesshin beaucoup plus. Mais voilà. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu ou... Oui. Pourquoi de la calligraphie chinoise et pas japonaise? Japonaise aussi, je fais même coréen, parce que je fais du coréen. Comme c'est... Voilà, et même vietnamien, parce que les Vietnamiens, ils avaient inventé même des caractères propres aux Vietnamiens, mais à partir sur le modèle du chinois, les Chunom. C'est un peuple assez extraordinaire, le Vietnam, les Vietnamiens. Enfin, ils le sont toujours, mais c'est-à-dire que, si vous voulez,
la langue chinoise, les caractères chinois, en fait, étant donné le stade de civilisation qu'avait connu la Chine, c'était sous la dynastie des Tang, donc c'était 7e, 8e siècle, 9e siècle, les pays alentours, comme le Japon, comme la Corée, comme le Vietnam, bon, le Vietnam c'était un peu plus ancien, mais étaient en fait, si vous voulez, ils étaient attirés par cette culture et cette civilisation de l'écrit chinois, des caractères chinois. Donc elle s'est répandue, cette civilisation de l'écrit chinois, dans ces différentes civilisations. Mais chacun l'a incorporé suivant son ressenti, sa propre langue, etc. Donc, et chacun a développé aussi une manière de calligraphier parce qu'ils ont aussi fait rentrer dans leur langue des syllabaires, des petits signes plus proches d'un alphabet qu'ils ont mélangés au caractère chinois. Donc la calligraphie japonaise a des petites différences aussi par rapport à la calligraphie chinoise, mais on emploie le pinceau, on écrit les caractères chinois, on les trace, mais aussi des syllabaires. Pour les Coréens, c'est la même chose. Pour les Vietnamiens, eux, ils ont été encore plus loin, ils ont été encore plus créatifs, et ils ont inventé eux-mêmes, en plus de l'écriture chinoise, un propre système idéographique et pictographique, mais qui leur était propre aux Vietnamiens pour transcrire leur langue, sur le modèle chinois. Donc, et ils ont calligraphié aussi cette langue. Et donc c'est spécifique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Très bien. Bon, Merci. J'ai oublié les questions par contre. Je ne me rappelle plus. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Moi j'aurais une question, Ouais. qu'est-ce qui est écrit là? Alors là j'ai écrit, c'était pour faire quand même un petit peu dans le, on va dire dans le sujet, c'est écrit Maka Hanya Haramita Shinyo. C'est-à-dire c'est le sutra de l'esprit de la grande sagesse qui nous fait aller au-delà, qui permet d'aller au-delà. Voilà. Et c'est le sutra, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, universel et propre à toutes les écoles du bouddhisme, quelles qu'elles soient. Et c'est le condensé, si vous voulez, justement de l'essence de l'esprit de l'enseignement du Bouddha dans un petit texte que l'on chante, et que l'on chante en vieux chinois, vieux japonais, avec des transcriptions phonétiques du sanskrit. Et en fait, ça en fait un texte universel. Pourquoi? Parce que personne ne le comprend et personne ne le lit réellement tel quel dans sa propre langue aujourd'hui. Que ce soit les Japonais, les Chinois, les Indiens et nous-mêmes qui le prononçons déjà en fait avec certaines petites modifications phonétiques. Donc comme ça, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et à personne en particulier. Donc ce texte-là, hein, c'est la phrase que j'ai écrite ici, dans un style d'écriture qu'on appelle le style cursif. C'est-à-dire c'est une écriture qui n'est pas l'écriture du dictionnaire, qui n'est pas l'écriture régulière justement, mais qui est une écriture qui a été mise au point pour écrire à l'origine plus vite, une sorte de sténo, comme la sténographie. Et donc on va en fait garder juste, on va dire, le tracé basique du caractère, en simplifiant par des courbes, par des points là où il y avait un trait, etc. On va simplifier vraiment à l'extrême le caractère. Donc on va lui donner une forme totalement différente de la forme régulière du caractère tel qu'il a été inventé, tel qu'il existe. Donc c'est quelque chose d'assez proche, en fait aussi on va dire comment ça s'appelle en art, de quelque chose je ne me souviens plus de l'adjectif, de figuratif, de très abstrait, pas figuratif mais très abstrait. On va vers une abstraction, on va vers quelque chose de très abstrait, mais tout en gardant vraiment l'essence de la forme réelle d'origine. Voilà. Et ça permet quoi? Ça permet d'écrire donc plus vite à l'origine, hein, c'était une écriture qui était faite pour ça, mais ça permet aussi, en fait,
justement de retrouver cet élan et cette impulsion dont j'ai parlé avant dans le tracé. Parce qu'on va en fait lier, on peut lier tout le caractère qu'on va faire en un seul trait, et si on veut, on pourrait même lier chacun des caractères les uns avec les autres. Donc on va en fait, telle une respiration qui va se faire naturellement, on va lier chacun des caractères, lier chacun des traits dans le propre caractère qu'on va faire, et ensuite si on en fait plusieurs, on pourra aussi trouver une correspondance, un lien entre tous les caractères. Donc ça fait qu'on va le faire d'une manière vraiment sur la respiration, sur l'impulsion, l'élan, l'énergie, la dynamique, l'activité de tout le corps, de tout l'esprit, en un seul mouvement du début jusqu'à la fin. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas retoucher un caractère, on ne peut pas recorriger quelque chose. Donc on le fait en conscience, sans pouvoir revenir en arrière, avec joie aussi, on se laisse aller, mais par contre, on n'a pas effectivement, entre guillemets, possibilité de corriger quoi que ce soit. Une fois que c'est tracé, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans la réalisation de quelque chose qui ne reviendra jamais, mais qui existe complètement, éternellement, dans l'instant. Et ça aussi, c'est le zazen. Je ne dis pas, évidemment que je suis moine zen, donc je vais parler du zazen, et c'est pas seulement promotionnel, c'est pas le fait de vous dire que... Mais réellement, si vous voulez, dans ces arts, tels que la calligraphie, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Asiatiques d'Extrême-Orient, ont réellement trouvé on va dire un point de connexion entre ces arts, entre la réalisation d'un art comme la calligraphie et la pratique du zazen. Ça a réellement influencé profondément, comme je viens d'en parler, ce genre de choses. Et réellement, c'est de la même manière que lorsque vous faites zazen, si vous en faites l'expérience, si vous l'avez déjà fait, chaque temps de zazen, chaque respiration du zazen est unique, c'est-à-dire elle ne reviendra pas, elle est un point, un trait d'union de l'être, dans la posture, dans l'état d'esprit et la respiration, et activité totale, et c'est un temps de vie, de conscience absolue, universelle, et qui ne reviendra pas. Mais évidemment, on peut revenir au zazen, mais c'est cette manière de percevoir la vie et de la vivre qui existe aussi dans la calligraphie et qui découle aussi de cet esprit-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Essaye un petit peu. On le retrouve dans beaucoup de choses. Et dans la calligraphie, ça c'est très important. Ou alors, si on calligraphie comme un robot, juste techniquement, sans y mettre toute son âme, tout son esprit, tout son être, effectivement, alors c'est quelque chose de très technique. Le zazen, c'est la même chose. Si vous le pratiquez juste comme une gymnastique ou comme une technique de bien-être, c'est pas la dimension du zazen, même si ça existe aussi. Mais c'est réellement, c'est réellement un temps de conscience, etc., d'activité totale, comme je l'ai dit, le zazen. Voilà. Alors, ce qui est embêtant avec le zazen des fois, c'est qu'une fois qu'on se remet en zazen, on n'a plus envie de rien expliquer. Et on considère que tout est clair. Voilà. Donc ça, c'est important, cette manière de concevoir la calligraphie. Même si je vais vous montrer évidemment comment on s'en sert d'un pinceau, c'est important. La technique aussi, on ne peut pas non plus ne pas l'apprendre, mais c'est très important, mais finalement ce n'est pas l'essentiel dans la calligraphie. L'essentiel, c'est ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on exprime à travers toute sa vie, toute son expérience, à travers le pinceau et qui s'imprime sur le papier. Voilà, c'est calligraphie, comme dit Maître Deshimaru, avec son esprit, avec tout son être. Et voilà. Donc, c'est l'essence de ce que je voulais vous dire ce soir. Mais par contre, on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va le faire ensemble. Donc, si vous avez d'autres questions, profitez-en maintenant.
Oui, Les petits tampons rouges Oui. qui sont imposés à la fin, c'est Voilà. une sorte de signature, ça Ouais, correspond à quoi? c'est ce qu'on appelle un sceau. C'est-à-dire que si les sceaux ici, ce sont des petites pierres gravées, tu vois. Voilà. Celle-là, je les ai faites graver à Pékin par un vieux graveur qui avait l'air d'être à moitié myope et les mains tremblantes, tu vois. Là, je suis rentré dans l'atelier de gravure, je me suis dit, ouh, est-ce que j'ai vraiment bien trouvé la bonne adresse? Et j'y suis resté une après-midi, et effectivement, c'était un super graveur. Quelqu'un vraiment très très beau, et pas du tout, enfin très tranquille, on a pris son repas, mais donc il a fait ses sceaux, et ces sceaux, en fait, c'est important parce qu'une calligraphie, si on n'impose pas les sceaux, elle n'est pas authentique. Tu comprends? Donc il faut qu'une calligraphie soit signée. Donc là, moi j'ai mis la signature ici. Là. En bas, là. Hein. Et en dessous de la signature, donc Ryorin, c'est mon nom. Et en dessous de la signature, on met les sceaux. Donc là, ici, j'ai mis mes sceaux de moine. Puisque j'ai des sceaux de mes noms d'ordination de moine. Et donc, en haut aussi, là, on met ce qu'on appelle un sceau poétique, thématique. C'est-à-dire qu'on va choisir, je ne sais pas, un mot, une phrase, quelque chose qui manifeste, qui exprime quelque chose, voilà, et on va ici mettre ce sceau thématique en haut, à droite de la calligraphie, à peu près à la base de la fin du caractère. Voilà. Vous utilisez toujours les mêmes sceaux? Alors non, j'en ai plusieurs. Donc même mes signatures, j'en ai plusieurs, et pour les sceaux thématiques aussi. Donc on peut changer. Bon, les noms seront toujours les mêmes, mais ils sont aussi gravés différemment, ou dans différents styles d'écriture. Ça, je vais vous en parler aussi, puisque dans la calligraphie chinoise, on ne va pas écrire, je vais commencer à vous en parler, pas écrire seulement dans un style, oui. Et le sceau poétique? Oui. Vous changez aussi? Oui, on peut en changer, oui, on peut en avoir plein. On peut mettre enfin entre guillemets, ce qu'on veut. Et chaque moine les garde, ou vous avez aussi des choses? Alors c'est pas que les moines, c'est tout calligraphe, ouais. Parce que là je parle pas que du zen, mais effectivement on peut en changer, ça peut correspondre des fois à différents moments de sa vie, ou à quelque chose qu'on aime, ou qu'on découvre, etc. On peut mettre, je veux dire réellement, je ne peux pas trop vous dire ce qu'on peut y mettre, parce qu'on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est vraiment très ouvert. Mais effectivement, traditionnellement, on met ce sceau thématique, ce sceau poétique, ça dépend. Donc en haut à droite. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'une calligraphie est authentique. Ce qui authentifie la calligraphie. À l'origine, en fait, ils avaient... on avait le sceau, et on avait un deuxième sceau, exactement le même, qui était conservé. Ça veut dire que si jamais on perdait son sceau, le sceau étant conservé, si une autre personne s'amusait à refaire un même sceau, pas tout à fait le même évidemment, on pourrait normalement dire bah non, c'est pas le bon, quoi. Donc normalement c'était, tu vois, regarde, là j'ai l'autre qui est exactement l'identique, c'est pas vraiment le sceau de telle personne. Normalement c'est quelque chose qui est fait vraiment pour être sûr que c'est la calligraphie d'un tel, quoi. Voilà. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non? Non? Donc, alors, ce que je vais faire, je vais vous inviter à vous rapprocher d'ici.